Bonjour à tous, écoutez, merci d'être venus, merci aux orateurs de m'avoir invité à vous raconter le sport adapté à la santé et puis dans le cas présent, le sport avec le cancer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part de là. Hein. On part de Churchill, ça devait être juste après la guerre, on lui demandait comment il faisait pour avoir une telle vitalité alors qu'il était obèse, cirrhotique, alcoolique, champagne, whisky, qui fumait des barreaux de chaise toute la journée, et il avait répondu du tac au tac, c'est facile, no sport. Ce qui en plus n'était pas vrai parce que c'était un grand sportif, hein, c'était un grand cavalier, c'était un joueur de cricket, il avait fait la guerre des bourgs, donc c'est pas bien. Je me rapproche un peu. Il avait fait la guerre des bourgs et c'était un athlète, bon, sur la fin un peu moins, hein, il n'avait pas vraiment la morphologie. Mais il faut savoir qu'on part de là et pendant tout le XXe siècle, plus grande partie, la quasi-totalité du XXe siècle, le sport en termes de médicaments était extrêmement peu répandu, voire pas du tout. Et c'est dommage parce que ça partait pas mal, parce que les Grecs, on pourrait dire comme d'habitude, il y a 2500 ans, avait à peu près tout défini en disant que la gymnastique avait pour but d'animer et fortifier le corps humain, considéré dans sa nature et sa nudité. Gymnos en grec, c'est nu, hein, c'est l'activité qui se pratique nue dans les gymnases à l'époque. Et c'était quelque chose d'extrêmement répandu. Le premier médecin dont on a la trace est écrite, parce qu'après il y a les Égyptiens aussi, mais c'est indirect, c'est la tradition orale, mais la première trace écrite, c'est Hippocrate, qui propose de moduler l'impact négatif de la nature par la diététique et la gymnastique. Alors, la diététique, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en ce qui concerne la gymnastique, il pensait qu'il y avait un impact, alors c'est pas sur la nature, hein, les arbres, les petits oiseaux, mais c'est sur la nature humaine, et en tout cas quelque chose qui pourrait s'apparenter au destin, et sur la prise en main de sa vie et de sa destinée. 3e siècle avant Jésus-Christ, alors le médecin le moins connu et de la façon la plus injuste, c'est Érasistrate, que tout le monde a oublié alors qu'il a juste inventé la physiologie. Il est le premier à avoir supposé que le cœur servait à faire circuler le sang et qui a défini le concept de système nerveux central. Totalement oublié, totalement passé à la trappe, mais il, dans ses écrits, associe la gymnastique à l'hygiène. Et c'est le premier à l'avoir défini ainsi. Et puis au 2e siècle après Jésus-Christ, il y a Galien. Alors Galien, pour la petite histoire, tout le monde dit qu'il était grec. Il est né en Turquie, mort en Italie et a travaillé en Égypte. Mais bon, les Grecs ont été malins comme souvent, ils l'ont récupéré. Et Galien dit, et ça, quelque part, ça arrange tous les feignants que nous sommes tous, ça arrange tout le monde, puisque Galien, il dit point trop n'en faut, et il met totalement en opposition l'activité physique médicament utile avec l'activité physique sportive de compétition, dont il définit à l'époque qu'elle peut être délétère pour la santé. Donc il y a 2000 ans, les Grecs avaient posé les bases de tout ce dont on va parler. Érasistrate disait c'est de l'hygiène. Alors hygiène, c'est la déesse Hygie qui est la déesse de tout ce qu'on fait pour être en bonne santé. Et la gymnastique rentrait dans ce pôle. Hippocrate a dit faire de l'exercice physique, ça doit vous permettre de lutter contre la nature de votre existence et contre la destinée qui va être la vôtre, contre l'inéluctabilité de la vie. Et puis Galien, il a dit qu'il faut faire les choses en équilibre. Et l'équilibre dans une activité thérapeutique, c'est toujours la même chose, c'est la posologie. Hein. C'est le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire à quelle dose on va faire du sport. Et c'est tout ça dont on va parler. Et puis après, donc on est au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident est en train de se casser la gueule gentiment. Alors... Et oui, je vous remercie de votre attention. Je ne suis pas sûr d'avoir appuyé sur le bon bouton. Vous voyez, j'ai comme un doute. Je déflore tout. Alors, tac, voilà. Et puis, après le 2e siècle, après Jésus-Christ, pendant à peu près
en gros 2000 ans, eh ben, les choses vont s'endormir. La population mondiale croît, mais tout doucement. Et elle est surtout occupée à survivre contre les famines, survivre aux épidémies, et puis à se massacrer dès qu'ils peuvent pour des territoires plus ou moins grands. Donc la médecine là-dedans et l'activité physique médicaments passent largement au second plan. Jusqu'en 1850, où on commence, avec la révolution industrielle, à s'occuper de la santé des gens, et en même temps s'occuper de la santé des sourds-muets. Alors il faut savoir que la surdité, à l'époque, était considérée comme une maladie contre laquelle il fallait lutter, et ce qui était pas con, hein, il disait, ben, comme le sens de l'ouïe est aboli, à ce moment-là, faisons simple, on va développer les autres sens par l'activité physique. Donc il y a des exercices d'équilibre, on les fait marcher sur des pneus, et on les envoie à la piscine, et comme vous le voyez, c'est l'Institut des sourds-muets à Paris, hein, qui est à Vergay-Lussac, qui avait fait aménager une piscine pour les jeunes sourds. 1921 est publié, alors 100 ans avant tout le monde, par une équipe du Rockefeller, l'impact des rayonnements et l'impact de l'activité physique chez les rats. Alors ils faisaient les deux en même temps. Pour être tout à fait sincère avec vous et transparent, j'ai pas lu l'article que j'ai pas retrouvé, mais dans les descriptions qu'on en a, en fait, ils disent, bah, on se demande si l'activité physique ne fait pas augmenter les lymphocytes et si ça pourrait pas aider à aller mieux avec plein de lymphocytes qui défendraient le corps humain. Pour la petite histoire, le Rockefeller Institute a été totalement financé par Rockefeller à New York. Alors Rockefeller senior, hein, le pétrolier, celui qui a fait fortune dans le pétrole à la fin du 19e siècle, était un type absolument infect, qui comprenait que le pouvoir de l'argent, de la force, de la coercition, comme quoi l'histoire se répète, hein, on revit ça un peu en ce moment. Et il avait un fils qui avait pour ami de cœur une jeune fille qui s'appelait Bessie Daniels, qui a eu un cancer. Et elle est morte de ce cancer, et c'est le fils Rockefeller qui a convaincu son père à l'époque de mettre 25 millions de dollars de l'époque, donc on est en centaines de millions de dollars de maintenant, pour créer le Rockefeller Center. Donc il ne faut pas croire que ça vient de Rockefeller, le magnat du pétrole, mais ça vient de son fils parce que sa meilleure amie était morte du cancer. Bref, ils ont publié tout un tas de trucs, dont l'activité physique et cancer, mais de façon tout à fait sporadique et anecdotique. Et puis on va continuer à ne pas s'en occuper jusqu'en 1998. Alors 98, c'était le Moyen-Âge. Mais en 98, on avait encore des dictionnaires médicaux dans les maisons. Internet n'existait pas. Il y avait la 6e édition du dictionnaire de la médecine Flammarion, qui était un truc qui était acheté régulièrement dans les familles. Et dans cette 6e édition, il n'y avait plus la gymnastique. Là, on touche au point bas. On n'ira pas plus bas en termes d'impact, puisque la vulgarisation de l'utilisation du sport santé est arrivée à peu près à 0. Et c'est la même année que, touchant le fond de la piscine, on met un coup de talon, et est publié à l'American Society of Hematology, le gros congrès d'hémato, par une équipe allemande, une petite étude qui rapporte l'impact positif de l'activité physique sur la survie des enfants atteints de leucémie aiguë. Alors l'article est compliqué, il est touffu, on ne sait pas trop comment ils ont évalué l'activité physique, et on ne sait pas trop si c'est parce qu'ils avaient une activité physique importante qu'ils allaient mieux, ou plutôt ceux qui allaient mieux, ils recommençaient à jouer, et donc ils avaient une activité physique augmentée. Ça, c'était pas clair, mais c'est le début, c'est l'étincelle, c'est les premiers qui ont dit il y a peut-être un truc à faire. Alors certes, il y a un truc à faire, mais pourquoi? Eh bien parce que ça marche. Alors je ne vais pas vous abreuver de courbes, de chiffres, en plus les articles sont compliqués, mais l'impact de l'activité physique en cancérologie, c'est quelque chose de majeur. Par exemple, si on prend cette courbe, c'est pas compliqué, prévention du cancer du sein, en haut vous avez le risque relatif, donc le risque potentiel de faire un cancer du sein, et ce risque relatif diminue au fur et à mesure où vous augmentez votre activité physique. 10, 20, 30 mètres. Le mètre, c'est une mesure de l'activité physique. Je vous raconterai à quoi ça sert un peu plus tard. Mais en gros, plus vous faites d'activité physique, plus vous diminuez votre risque de cancer du sein. Et ce qui est magique, c'est que ça va marcher avec le poumon, la thyroïde, l'estomac, les lymphomes, les cancers de vessie. On a l'impression que c'est totalement transversal et que ça marche avec tout. Probablement parce que on est en train de rapprocher plein de maladies différentes. Par exemple, on sait que
les gens qui font des infarctus du myocarde, donc qui ont les coronaires qui serrent, hein, qui sont bouchés, qui sont inflammés, on appelle ça une coronarite, une inflammation des coronaires. Et bien, cette inflammation, elle est génétique. C'est pour ça que c'est héréditaire et que c'est transmis de famille en famille, et qu'il y a des familles où ils font tous un infarctus à 50 ans. Et cette inflammation chronique, elle est définie par des gènes, et ces gènes sont aussi présents dans le cancer. Et il y a toute une famille de maladies communes qui, a priori, n'ont rien à voir, hein, entre un cancer de la vessie et un infarctus du myocarde. On se dit qu'on est assez loin, peut-être pas tant que ça. Et le sport, c'est un remarquable anti-inflammatoire. Remarquable. Ça diminue les protéines de l'inflammation, ça diminue la masse grasse et les adipocytes, qui sont des cellules inflammatoires. Et c'est comme ça que ça fonctionne de façon aussi efficace et de façon aussi transversale. Et ce qui est magique, c'est que ça prévient donc tous les cancers que je vous ai donnés, mais également, ça améliore la tolérance au traitement et ça augmente la vitesse de récupération. On a moins de cancer, quand on a les traitements parfois lourds, on est moins malade, et quand on a eu ces traitements, on récupère plus vite. Ce qui fait qu'actuellement, dans les annonces de cancérologie, une des premières choses que je leur dis, ce que je dis à mes patients, c'est surtout, activité physique tous les jours. Avec une règle simple, si vous avez envie, vous y allez parce que vous avez envie d'y aller. Et si vous n'avez pas envie, ben vous y allez parce que c'est justement là où c'est efficace. Donc, et il n'y a pas d'excuses, mais je vous raconterai comment on fait ça un petit peu plus tard. Alors en pratique, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que c'était fondamental, clé, et qu'on ne pouvait pas le contourner, comment on fait pour vous, pour demain, quand je vous aurai convaincu? Alors il y a quelques règles pour commencer, des règles simples. Paul Valéry a dit « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ». On est tous pareils, hein. L'appel du canapé est un appel extrêmement puissant. Une des façons de le contourner, c'est de se dire « J'ai 3 amis, 4 personnes, j'ai un club, j'ai une équipe qui m'attend dehors ». Ça donne un peu mauvaise conscience. On se dit « Ah, je ne peux pas les laisser tomber, c'est horrible. Puis je vais quand même passer pour une enclume, donc je dois y aller ». Et donc on y va. Donc l'effet de groupe va être quelque chose d'extrêmement aidant. Vous n'aurez d'efficacité que dans la régularité. Donc c'est plusieurs fois par semaine, idéalement tous les jours. Vous n'aurez d'efficacité dans la régularité que si vous y prenez plaisir. Si vous détestez courir, ne commencez pas une carrière de marathonien. C'est inutile, au bout de 10 jours, ça va vous fatiguer et vous n'irez plus. Allez vers la facilité, allez vers ce qui vous fait plaisir. Et alors, moi je suis un fervent partisan, adepte et pratiquant de la natation, donc allez dans l'eau, quel que soit votre état physique, dans l'eau, ça porte, ça fait pas mal, les articulations, c'est bon. Vous pouvez faire il y a des cours comment ça s'appelle, d'aquabike. Il y a des cours d'aquabike dans toutes les piscines municipales, les cours de natation pour adultes, de la gym, ce que vous voulez, allez dans l'eau plusieurs fois par semaine, ça marche. Il faut un minimum de discipline, hein. La régularité sans discipline, c'est difficile. Alors, il y a une douzaine d'années, on avait fait venir Stéphane Diagana, je ne sais pas si ça vous parle, c'est champion olympique, champion du monde du 400 mètres haies, qui est très impliqué plutôt côté cardiaque que côté cancer, mais très impliqué dans le sport santé. Et à la fin, il y avait quelqu'un qui lui avait posé la question, qui lui avait dit « Mais vous êtes champion olympique, mais donc c'est facile, c'est-à-dire que tous les matins, vous allez vous entraîner, mais c'était votre truc, c'était un plaisir. » Et il a dit « Mais pas du tout. Ça me saoulait, j'étais étudiant à ce moment-là, j'avais pas envie, c'est juste que c'est une question de discipline. À un moment, il faut se discipliner et il faut le faire, même si c'est pas forcément très agréable. Je suis un fervent partisan de l'auto-bienveillance. On a le droit de louper une séance, on a le droit de s'arrêter 3 jours, on a le droit de ne pas culpabiliser, on a le droit de dire « je me suis couché tard, j'ai un peu picolé, aujourd'hui je vais y aller tranquille ». L'idée globale, c'est que sur 100 jours, eh ben on en rate 3, 4, 5, pas beaucoup plus. Il n'y a pas de limite d'âge. On peut commencer à aller faire du sport, quel que soit votre âge, de 7 à 77 ans ou même 100 ans, ce n'est pas le problème. Ce sera juste adapté à votre état physiologique. Enfin, souvent, très souvent, j'ai des patients qui me disent « j'attends d'aller mieux pour commencer l'activité physique. Si vous attendez d'aller mieux pour faire du sport, vous n'en ferez jamais. Le principe global, c'est qu'il faut commencer par faire du sport pour aller mieux. Même si au début ça pique, ça fait des courbatures, c'est pas agréable, on est essoufflé.
mais je vous jure que vous en retirerez un bénéfice majeur. Donc une fois qu'on a les traces, on a le canevas global, y aller en groupe, se faire plaisir, la régularité, la discipline, pas trop se mettre la pression non plus, quoi faire? Alors vous avez bien senti que j'ai une doux penchant pour la flotte, mais il y a d'autres choses. Alors là, dans le cadre des politiques de santé publique, il a fallu définir, et puis dans le cadre des politiques sanitaires, il a fallu définir ce que c'était l'activité physique. Comment on compare une course de 100 mètres avec une course de 200 mètres, comment on fait le poids relatif en termes d'activité. Donc on a inventé un truc barbare qui s'appelle le MET, qui est l'activité métabolique. En gros, c'est la consommation d'énergie nécessaire pour faire une activité. Celle qui en consomme le moins, c'est le sommeil, c'est la référence, c'est 1 mètre. Et puis vous en avez, je sais pas, peut-être 70, il y a un tableau, vous trouvez ça sur Internet, et avec des échelles différentes. La marche normale, et c'est précisé, marche normale avec chien, donc promenade avec chien, c'est 3 mètres. La rando, quand on va balader dans l'arrière-pays, c'est 6 mètres. Le jogging, c'est 9 mètres. Et puis tout ce qui est course, vélo, natation, on est autour de 12 mètres. L'activité maximum en termes de consommation d'oxygène et d'énergie, c'est le sprint sur 100 mètres, c'est 23 mètres, on ne fait pas plus. Et puis vous verrez, vous trouverez, je crois qu'il y a un bon article Wikipédia sur le sujet, il y a toute la liste. C'est bien, mais en pratique, c'est un peu compliqué. Je ne sais plus qui c'est qui disait, vous savez, tout ce qui est compliqué est inutilisable et tout ce qui est simple est faux. Donc il va falloir trouver une échelle entre les deux. Donc comment s'aider, comment arriver à se dire, voilà, quelle est mon activité, est-ce que ça vaut la peine, combien de temps, dans quel groupe je me mets? Il y a un truc qui n'est pas compliqué, qui s'appelle la fréquence cardiaque maximum. Alors la fréquence cardiaque max, elle est fonction d'une petite formule très simple, 220 moins l'âge. Vous avez 80 ans, 220 moins 80, 140. En théorie, vous n'allez pas plus haut. Alors bien sûr, ça dépend de votre état de forme, comment vous avez 80 ans, si vous avez fait du sport. Mais en gros, ça vous donne une idée. Et une activité physique où vous commencez à être bien essoufflé, à tirer un peu sur la bécane, à tirer un peu sur l'organisme, c'est en gros 80% de la fréquence cardiaque maximum. Donc 220 moins l'âge fois 0,8. Donc un petit exemple rapide avec quelqu'un pris au hasard dans l'assistance. Vous avez 220 moins son âge, donc 20 ans. C'est pas sympa de rire. 220 moins l'âge, 200 fois 0,8, vous avez une fréquence cardiaque à 160. Si vous avez 60 ans, la fréquence cardiaque maximum, c'est 128. Ne vous inquiétez pas, j'avais fait le calcul avant, je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc, ça va vous donner des idées. Les mètres, quelle activité, ma fréquence cardiaque maximum, hop, vous la prenez là, vous savez où vous en êtes. Si vous êtes un peu au-dessus, vous redescendez, un peu au-dessus, un peu en dessous, vous accélérez, et ainsi de suite. Alors, en pratique, ce que j'explique aux patients, c'est qu'on peut faire plus simple. Parce que les mètres, vous serez sorti de la pièce, ça vous sera sorti de la tête, et c'est normal. Il y a 4 niveaux d'effort. 1, il y a la marche avec chien. 2, il y a la marche rapide, et vous pouvez continuer à parler. Si exceptionnellement vous êtes seul, parce que votre groupe n'a pas voulu sortir, vous pouvez continuer à chanter. Mais c'est limite. L'effort niveau 3, c'est un effort sans possibilité de parler. Vous marchez vite et vous êtes occupé à respirer, point barre. Ou vous courez lentement sans plus. Et puis l'effort niveau 4, c'est l'effort quand vous montez la fréquence cardiaque à 80% de sa fréquence maximum. Ça vous fait 4 groupes, et avec ces 4 groupes, ça permet de répartir l'effort et de répartir les quantités, comme je voulais vous les montrer. Alors, c'est pas compliqué, hein, marche simple, marche rapide avec possibilité de parler, marche rapide sans possibilité de marcher, effort vrai, marche rapide sans possibilité de parler, c'est une coquille, pardon, effort vrai, 80% de la FMC, et puis les assouplissements qu'on peut rajouter. Donc, vous avez 3 niveaux, prévention, toxicité, récupération, et ça fonctionne comme ça. Pour la prévention, il est à peu près démontré. Marche rapide avec possibilité de parler, donc on commence à y aller en avance 5 fois 45 minutes par semaine, et vous tirez sur la bécane un peu plus fort 2 fois 45 minutes par semaine. Si vous voulez pas retenir 45 minutes, retenez 1 heure, c'est facile, c'est 1 heure de sport par semaine, dont 2 séances où on est essoufflé vraiment et où le lendemain on a des courbatures. Pour la toxicité, en cours de traitement,
marche rapide avec possibilité de parler et marche rapide sans possibilité de parler, c'est pareil, mais vous rajoutez des assouplissements. Deux fois, les traitements sont souvent associés à de la corticothérapie, à une amyotrophie, une rétraction tendineuse, donc il faut faire attention à ça parce que c'est vraiment un critère de jeunesse et de longévité. Et donc bizarrement, vous avez vu, hein, une fois qu'on est malade, il faut faire plus d'efforts que pour la prévention. Et puis, pour la récupération post-thérapeutique, là on peut redescendre un peu en intensité, 7 fois 45 minutes de marche rapide, il faut quand même y aller, donc tous les jours. Et puis des assouplissements, un jour sur deux, sauf le week-end, ou 2 jours de week-end et un jour de la semaine, faites comme vous voulez. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment 1 heure tous les jours qu'il faut être essoufflé. Ce qui est très important à retenir, c'est que très très souvent les patients nous disent « Ah mais moi je marche tous les jours ». Vous l'avez vu, la marche simple, tranquille, même 1 heure, ça ne sert à rien. Et de la même façon, un effort vrai à 80% de la FMC tous les jours, ça ne sert à rien non plus. Il faut vraiment essayer de rester dans la mesure avec cette zone entre presque essoufflé et vraiment essoufflé. Mais, une fois que je vous ai donné ces règles finalement assez facilement applicables, il faut savoir qu'en fonction de vos capacités physiques antérieures, de vos capacités rhumatologiques, vous avez eu une prothèse de hanche, si vous avez été opéré du dos, bref, toutes les combinaisons sont possibles, mais ça c'est à discuter avec votre médecin, et puis ce sera, je l'espère, à discuter très rapidement dans les années qui viennent avec ce qu'on appelle les coachs d'activité physique adaptée. Hein. C'est des gens qui ont fait STAPS avec un Master 2 d'activité physique, qui sont formés pour le sujet. Donc ça, c'est eux qui vont nous donner toutes les combinaisons possibles de façon beaucoup plus claire et précise et surtout individualisée. Le souci actuel, c'est que ce n'est pas pris en charge. Donc en novembre 2023, au Conseil des ministres, avec l'appui de la CPAM, du ministre de la Santé et des associations, le principe du remboursement du sport santé et des séances a été accepté, ce qui ne veut pas dire qu'on a trouvé le pognon. Comme vous le savez, les temps sont compliqués, il y a plus d'économies à faire qu'autre chose, mais quand même. Pour vous donner une idée, donc si on part du principe que tout le monde est d'accord que c'est utile et que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la nation, pour vous donner une idée, alors peut-être vous-même ou des amis, vous avez tous été traités avec des molécules, soit ce qu'on appelle des thérapies ciblées, soit des immunothérapies. C'est des médicaments dont le coût annuel est autour de 75 000, 80 000 euros par an. On traîne à 6 000, 7 000 euros par mois. Ça, c'est pour un patient. Un coach formé dans une structure organisée coûte au maximum 50 000 euros par an et peut s'occuper d'une file active de 200 patients. Ce qui fait à peu près 250 euros par an et par patient. Donc c'est un investissement qui est extrêmement réduit pour un médicament qui permet de prévenir le cancer, améliorer la tolérance et accélérer la récupération. Je n'en connais pas d'autres. Hein. Médicament qui a cet impact-là, à ma connaissance, l'activité physique est le seul. Donc il y a un vrai travail citoyen collectif, hein, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour promouvoir, pour pousser, pour en parler aux politiques et pour arriver à ce que les consultations de sport santé par des coachs STAP, APA soient valorisées et pour qu'on puisse en recruter plein pour les hôpitaux. Alors une petite histoire pour finir. Ouais. Donc une petite histoire, c'est la suivante. En 2007, je m'occupais à l'époque d'un service d'hématologie lourde avec des leucémies aiguës et des patients qui avaient des greffes de moelle. Et on a eu l'idée d'acheter 2 vélos d'appartement qu'on a mis dans les chambres de greffe avec un... C'était au feeling, parce qu'ils restaient allongés très longtemps. On s'est dit, s'ils font un peu de sport. Mais en même temps, c'est des patients qui n'ont pas d'hémoglobine, pas de globules blancs, pas de globules rouges. Ils respirent un coup sur 2. Les mettre sur un vélo pour leur faire 5 km, c'était relativement contre-intuitif. Mais bon, on s'est dit, on va tester. Donc au début, on demandait au cardiologue de venir examiner le patient avant, après, parce qu'on avait la trouille qu'il fasse un infarctus. Il y avait le kiné qui venait vérifier que la position était bonne. Bon. Puis petit à petit, on s'est rassuré.
Le cardiologue m'a dit « t'es gentil, mais j'ai autre chose à faire ». Le kiné n'a plus voulu passer non plus, et on s'est formé, les mois qui ont suivi, à encadrer les patients. Puis un jour, il y avait une dame, qui doit avoir 65 ans, qui était en cours de traitement pour une leucémie aiguë, qui était hospitalisée depuis 4 semaines. On était un peu inquiets, elle respirait bizarrement, donc on voulait lui faire un scanner du thorax. Donc je vais la voir et je lui dis, écoutez, cet après-midi, on va vous amener faire un scanner, je ne sais pas à quelle heure, mais il faut le passer, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et cette dame me regarde et elle me dit, je ne peux pas, j'ai sport. Et c'est des petites choses comme ça, c'est à ce moment-là où on s'est dit que vraiment on tenait un truc, vraiment il y avait quelque chose. Et depuis 2008, il y a désormais très très peu d'unités d'hémato-lourdes qui travaillent sans coach sportif. Donc il me reste à vous remercier pour votre attention. Et puis je crois qu'on a un peu de temps pour discuter, pour échanger. Puis vous allez me raconter votre pratique sportive. Je ne doute pas que vous êtes tous addicts. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Frédéric Perrin, pour l'utilité du sport dans la prise en charge des maladies, du cancer en particulier. Même si aujourd'hui on ne doit pas consommer beaucoup de MET, en étant assis. 1,3 ou 4, je crois. C'est mieux que le sommeil. C'est mieux que le sommeil. Non, c'est pas ça. Manger, c'est 1,8. Ah, ouais, comme quoi. Manger, on consomme un peu d'énergie. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans le public. Je ne sais pas si. Qui fait du sport régulièrement dans le public? On peut commencer par ça. Alors régulièrement, bravo. Qui fait du sport? Antoine, c'est vrai ça? Qui fait du sport tous les jours? Voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'adapter. Hein. Il n'est pas question de faire un marathon, mais c'est fondamental. C'est là. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Ce que je vous ai raconté, c'est des statistiques. C'est-à-dire, si vous prenez 1000 patients qui ne font pas de sport et 1000 patients qui font du sport, vous aurez plus de cancer du sein chez les 1000 qui ne font pas de sport. Donc, vous aurez peut-être, je dis n'importe quoi, 150 cancers du sein dans un groupe et 120 dans l'autre. Ce qui ne veut pas dire que le fait de faire du sport élimine totalement le cancer du sein. On diminue les risques. C'est la même chose avec le tabac. Hein. Je pense que tout le monde est au courant, mais moins on fume, moins on a de risque de cancer du poumon, et plus on fume, plus le cancer du poumon augmente. On gère un risque statistique, et ce que vous soulignez, vous avez raison, c'est l'application des statistiques à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, on sait que les statistiques ne veulent pas dire grand-chose. C'est la période Covid qu'on a tous vécue, les patients me disent « Ah oui, mais moi, ma grand-mère était vaccinée et elle a fait le Covid quand même. » C'est pas le problème, ou elle a fini en réanimation quand même. On ne peut pas tirer des politiques de santé publique nationale, globale, sur des cas particuliers, aussi difficiles soient-ils. Enfin, pour une troisième récidive, vous êtes superbe. Oui. Merci beaucoup, Frédéric, de nous rappeler combien le sport est essentiel en prévention et combien il est également pour l'accompagnement des malades et pour la guérison. On n'est pas une région modèle. Pareil, il y a assez peu d'ordonnances, mais il y a des très bons centres. Je pense à tout le magnifique travail que fait Stéphane de la c'est beaucoup de choses. Et puis finalement, les ordonnances ne sont pas au rendez-vous. Or, il y a des régions comme l'Est ou comme l'Ouest qui sont vraiment très proactives dans ce domaine. Est-ce qu'on a des résultats pour comparer les évolutions entre les régions proactives et notamment celles qui, au-delà des 3 mois remboursés, vont poursuivre par les télémétries à domicile? Non. D'abord parce que c'est trop tôt. On est à quelques années d'existence des remboursements. On aura, et c'est la difficulté, c'est pour ça que c'est pas plus remboursé, pas plus longtemps, c'est que les délais pour avoir un bienfait, c'est une génération, donc c'est 25-30 ans. Donc l'investissement qu'on fait maintenant en 10 ans, on va mettre 50 000 € par an et par hôpital pour avoir un coach sportif ou par clinique, on aura un retour
dans 20 ans. Mais c'est aussi une politique nationale globale. Hein. Moi, mes enfants sont grands, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais quand ils étaient petits, c'était 3 heures ou 2 heures de sport par semaine à l'école, fait vite fait dans un préau entre deux. Le sport, c'est une culture. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans cette culture d'activité physique systématique. Mais pour répondre à ta question, non, je ne sais pas s'il y a encore des données, je pense que c'est pas mûr, hein. Je pense que c'est trop tôt. Donc en cardiologie, on préfère remplacer le terme sport par activité physique pour faire une plus grande adaptation des gens. Sport, ça fait toujours un petit peu peur, ça fait peur à chercher. C'est Galien. Galien, 2e siècle, il l'avait déjà dit, il a dit il faut... Pas d'excès, activité physique pour la santé, oui, sport, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est vrai que c'est très regrettable qu'il n'y ait pas de prise en charge. Bon, effectivement, les temps sont aux économies, mais du sport en particulier, puisque là, il y a vraiment une efficacité sur la réduction des rechutes et l'amélioration de la tolérance des traitements et la meilleure récupération, mais même sur les soins de support. Puis on peut rembourser des antidépresseurs, des anxiolytiques sans aucun problème, ce qui est un réel coût, et on ne rembourse pas des soins de support qui pourraient remplacer et diminuer la consommation de ce type de thérapeutique. C'est franchement regrettable le sport switcher le financement des soins de support au détriment des molécules qui sont remboursées de façon systématique. Le sport diminue l'utilisation d'anxiolytiques, diminue la consommation d'alcool, diminue la consommation de tabac. Il y a des médicaments qu'on connaît tous, hein, qui ont obtenu une AMM dans certains cancers, juste sur une amélioration de qualité de vie. Donc sur des choses qui sont très ténues, hein, savoir si une molécule améliore la qualité de vie, c'est pas facile dans une étude clinique. Donc juste sur ça, on a donné un remboursement. On a redonné un remboursement à certains médicaments qui solidifient les os. Sur 1000 patients avec 1000 patients sans, je crois que l'écart était de 4 patients entre les deux bras avec une diminution du risque de fracture. Donc sur des trucs ténus, on arrive à trouver des sous. Un Carticel, donc traitement moderne des lymphomes, pour faire fonctionner un traitement chez un patient, c'est 1 200 000 € pour la collectivité. Ce qui fait quand même 60 ans de coach sportif. Oui, là, après, ça guérit quand même. Là, donc, alors, ça guérit, mais bon, on peut faire une digression. Les immunothérapies modernes guérissent 1 fois sur 3. C'est-à-dire que pour un traitement, il faut en donner 3 pour qu'il y en ait un efficace. Donc c'est une vraie décision. Est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on en fait un peu moins pour financer quelque chose qui marche un peu plus? Mais, on est dans le spectaculaire de la guérison, ça fonctionne, ça marche, ça parle au grand public, on n'est pas dans l'accompagnement d'une maladie qu'on pourrait chroniciser, et donc peut-être ne pas guérir avec... Ou prévenir. Ou prévenir. Prévenir, c'est guérir. Merci beaucoup, Frédéric Perrin. Merci à vous. Pour votre intervention. Merci beaucoup. Et je vais...